Notre objectif, c'est grâce à la PrEP, grâce à son efficacité qu'on avait déjà démontrée dans des études préalables, comment est-ce qu'on peut arriver à faire régresser l'épidémie. Et on s'est donné pour ça 3 ans. Donc ce qu'on présente à la conférence, ce sont les résultats au bout d'1 an. Et au bout d'1 an, ces résultats sont très encourageants parce qu'ils confirment d'une part la très bonne efficacité de la PrEP, puisque sur ces plus de 1000 personnes, 1600 personnes, il n'y a pas eu pour l'instant de cas d'infection par le VIH. Et on se rend compte d'ailleurs que les gens prennent très bien la PrEP. Quand on les interroge sur la façon dont la PrEP est prise, ils sont très observants au régime de PrEP. Et on sait que la PrEP, d'ailleurs, comme le préservatif, ne peut fonctionner que s'il est pris régulièrement. Donc ça, c'est encourageant de voir que les gens ont bien compris comment l'utiliser et l'utilisent de façon appropriée. Et elle est aussi efficace en continu que de façon discontinue. Exactement, oui. C'est ce que nous avions, nous, déjà montré il y a quelques années, en faisant des études sur le discontinu, où on avait d'ailleurs obtenu les meilleurs résultats jamais rapportés avec la PrEP. Et dans cette étude-là, où on a finalement la moitié des gens qui le prennent en continu, la moitié en discontinu, c'est-à-dire au moment des rapports sexuels, et on donne le choix aux gens de choisir finalement le mode de PrEP qui leur convient le mieux, on se rend compte que d'abord, il y a une moitié des gens qui préfèrent un régime par rapport à l'autre. Certains, d'ailleurs, au cours du temps, changent, passent de l'un à l'autre. On se rend compte surtout qu'en termes d'efficacité, ce qui n'est pas très étonnant quand la PrEP est bien prise, eh bien, on a une même efficacité. Ce qui fait d'ailleurs que ce régime thérapeutique qui est pour l'instant recommandé en Europe, mais aussi en Australie, au Canada, va bientôt être recommandé également dans tous les pays du monde. Alors, la PrEP, en fait, est aussi, voire même plus efficace que le préservatif. Alors, il n'y a pas eu d'études formellement qui comparent ces deux modes de prévention. Je crois que ce qu'on peut dire en tout cas aujourd'hui, c'est qu'on a, pour se protéger vis-à-vis du sida, en dehors de l'absence de rapport sexuel ou de rapport avec une personne dont on est sûr qu'elle est elle-même fidèle et qu'elle n'a pas l'infection par le VIH, il reste le préservatif, qui reste très efficace. Et puis maintenant, et c'est quand même un élément majeur dans la prévention contre le VIH, nous avons la PrEP, dont on peut dire que l'efficacité est au moins aussi bonne que celle du préservatif. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille remplacer le préservatif par la PrEP. Je crois que la PrEP s'adresse en particulier aux personnes qui ont du mal à utiliser le préservatif de façon régulière ou dans toutes les situations. Certaines personnes d'ailleurs utilisent les deux, car on sait que de façon rare, certaines personnes ont pu être contaminées par le VIH malgré une utilisation à peu près correcte du préservatif. Donc ça permet d'avoir une double sécurité. Pour certaines personnes qui ne peuvent pas avoir de rapport sexuel sans préservatif ou dont les partenaires ne veulent pas utiliser de préservatif, c'est une façon de se protéger. C'est-à-dire que la PrEP vous permet d'être protégé du risque de VIH, quoi que fasse votre partenaire. J'ai lu il y a 2 semaines dans un article du Monde que l'efficacité du préservatif chez les hommes homosexuels était de 70%. Ça me semble un chiffre très bas. C'est très difficile, si vous voulez, de mesurer l'efficacité d'un outil de prévention comme le préservatif où, finalement, les seules informations que vous avez sont celles rapportées par les personnes qui vous disent qu'elles l'ont ou qu'elles l'ont pas utilisé. On n'a pas de mesure objective de l'utilisation du préservatif. C'est pas comme avec un médicament où vous pouvez mesurer sa concentration dans le sang, par exemple. Donc, vous êtes obligé de vous appuyer finalement sur ce qu'on appelle des données rapportées par les patients dont on sait que la fiabilité n'est pas toujours excellente. Je crois que dans ces études, ce qu'on évalue, c'est pas l'efficacité du préservatif lui-même, mais c'est la façon dont il est utilisé dans les études. Donc, ça ne donne pas une idée de l'efficacité si le préservatif était utilisé exactement comme il fallait tout le temps. C'est-à-dire que des gens peuvent vous dire qu'ils l'utilisent pour les rapports anaux, mais pas pour les rapports oraux, ou que le préservatif a pu se casser, ou qu'il n'a pas été bien mis, ou il a été mis trop tard. Donc, ça révèle plutôt des mauvaises utilisations. Quand la PrEP a été instaurée en France il y a 2 ans et demi, elle visait notamment les hommes homosexuels et en particulier, elle était conseillée auprès des hommes homosexuels qui avaient des rapports non protégés avec des hommes homosexuels, avec d'autres hommes. Maintenant, elle est conseillée et indiquée chez tous les hommes homosexuels qui ont une vie sexuelle, c'est ça ? Je dirais non, parce que je crois qu'elle est conseillée à toutes les personnes à risque. Il ne faudrait pas faire de la PrEP une pilule qui ne serait destinée qu'aux hommes homosexuels. Elle est destinée à toutes les personnes qui, de par leur conduite sexuelle, peuvent être contaminées par le virus du sida. Donc c'est vrai qu'on s'est dans un premier temps focalisé sur les hommes qui avaient des rapports sexuels avec des hommes et qui n'utilisaient pas régulièrement le préservatif, car c'était la population la plus touchée et peut-être aussi la plus facile à mobiliser pour une action aussi révolutionnaire que pouvait l'être la PrEP à l'époque. Maintenant que cet objectif a été en partie atteint, et seulement en partie, car on a besoin de continuer les campagnes d'information,
pour que tous les hommes qui sont dans ces situations le sachent. Je pense qu'il y a aussi d'autres personnes à risque qui devraient bénéficier également de cette intervention, puisque l'autorisation en France de la PrEP n'est pas du tout limitée aux hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes. Cette indication concerne toutes les personnes qui ont des comportements à risque, c'est-à-dire des hommes ou des femmes qui, parce qu'ils vivent dans des communautés où le virus circule de façon endémique, eh bien, sont à risque de contamination. D'ailleurs, dans le reste du monde, la PrEP est beaucoup utilisée chez des femmes ou chez des hommes hétérosexuels, puisque à la conférence, l'accent a été largement mis sur la PrEP et l'OMS pousse l'utilisation large de la PrEP dans la plupart des pays du monde maintenant. Je crois que près de 70 pays ont déjà enregistré la PrEP. Et si en France, nous avons une épidémie qui est concentrée effectivement dans certains groupes à risque, dans d'autres pays, ce sont des épidémies plus généralisées et la transmission hétérosexuelle est prédominante. Pour pouvoir bénéficier de la PrEP, il faut venir consulter un médecin dans un CJ, d'un centre de santé sexuelle ou à l'hôpital dans un service de maladies infectieuses ou bien aller voir votre médecin généraliste qui peut renouveler la PrEP. Et donc là, il y a une discussion avec le médecin pour savoir en fonction du comportement de la personne et de son mode de vie sexuel, oui ou non, est-elle éligible à la PrEP et oui ou non la PrEP représente-t-elle quelque chose qui l'intéresse et qu'elle a envie de pouvoir utiliser, parce qu'il y a quand même des contraintes avec la PrEP. Il faut prendre des comprimés, il faut les prendre régulièrement, il faut faire des contrôles chez le médecin quand même tous les 3 mois. On en profite d'ailleurs pour faire des dépistages des infections sexuellement transmissibles. Il y a quand même un certain nombre de contraintes d'un suivi régulier. Tout le monde n'est pas prêt à venir tous les 3 mois à l'hôpital pour un suivi, avec des dépistages, des prises de sang. Donc ça reste quand même aujourd'hui encore contraignant parce que justement c'est destiné à des personnes à risque et chez qui on veut pas seulement délivrer un comprimé, mais proposer une prise en charge globale de leur santé sexuelle. C'est-à-dire qu'on s'intéresse aux autres maladies sexuellement transmissibles, on s'intéresse aux prises éventuellement de certaines drogues festives, on s'intéresse aussi à l'état psychologique des personnes, car des personnes qui prennent des risques sur le plan sexuel en prennent également dans d'autres circonstances. Donc il y a une prise en charge globale qui est comme ça permise et qui, en plus des dépistages répétés du VIH également, permet d'améliorer la santé de ces personnes qui sinon vont exceptionnellement consulter un médecin quand on a entre 20 et 40 ans. Vers quoi la PrEP pourrait évoluer? Pour l'instant, c'est donc soit un traitement continu, une pilule par jour, soit de façon discontinue. Est-ce qu'on pourrait imaginer une évolution, je sais pas, une PrEP, un comprimé hebdomadaire, ou est-ce qu'on travaille là-dessus? Bien sûr. Alors, depuis qu'on a démontré l'efficacité de la PrEP, une très forte efficacité, bien entendu, il y a beaucoup de développements qui rappellent un petit peu ce qui avait été fait dans le développement de la contraception, d'ailleurs, se calquent un petit peu sur ces modèles et donc sont en cours d'évaluation actuellement des PrEP données par des injections intramusculaires une fois tous les 2 mois, par exemple, ou tous les mois. Il y a également dans le futur des implants qui sont à l'étude pour pouvoir mettre un implant avec le médicament de façon à ce que les gens puissent être protégés pour plusieurs années de suite. Donc il y a des développements importants à venir dans le déploiement de la PrEP et d'autres modalités de PrEP.